Bonjour et bienvenue sur Allo fait dodo, le podcast SOS des parents qui vous aide à vous sentir épanoui, reposé et surtout serein dans votre rôle de parent. Du sommeil des tout-petits au sommeil des parents, en passant par le portage, l'allaitement, la motricité, l'alimentation de nos enfants et ses troubles parfois, le chemin des parents est loin d'être un long fleuve tranquille. Les experts de l'univers fait dodo vous aident à dénouer les nœuds du quotidien et à vous sentir plus confiant et apaisé chaque jour. Qu'il s'agisse des professionnels du sommeil, de la nutrition pédiatrique, que nous parlions d'hypnothérapie, de naturopathie, de sophrologie ou encore de pratiques du yoga et j'en passe, toutes ces pratiques sont complémentaires et pourront vous aider jour après jour. Un point commun ? Une énorme dose de bienveillance et de parentalité positive. Dans ces épisodes, témoignages, nous donnons justement la parole aux parents qui ont suivi des accompagnements, qui ont bénéficié de consultations, des experts de l'univers fait dodo ou de leurs partenaires. Aujourd'hui, je reçois Étienne, papa d'une petite Eva, pour qui le sommeil a connu des hauts et des bas, et pour qui l'accompagnement d'Élise, consultante fait dodo, a été une vraie source de compréhension, de soutien et de sérénité pour le meilleur bien sûr. Bonjour Étienne. Bonjour Aurélie. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation sur le podcast pour nous partager un petit peu votre histoire avec le sommeil de votre fille Eva. Étienne, je vais vous demander pour commencer, si vous le voulez bien, de nous parler un petit peu des premiers mois de votre fille, de son parcours, de votre parcours aussi, peut-être aussi de la composition de votre famille, et puis de nous dire ce qui se passait concrètement avec le sommeil d'Eva, et à partir de quel mois finalement ça a commencé à vous alerter, à partir de quand? Alors, on est une famille avec 3 enfants, donc mon épouse Aude, un grand garçon de 15 ans, Adjao, un deuxième enfant, Arthur, de 7 ans, et donc Eva qui vient d'arriver, qui est arrivée dans notre famille donc en plein confinement, au mois de mai 2020. Donc en fait, au niveau de l'histoire d'Eva, donc c'est un enfant cadeau, on va dire, c'est-à-dire qu'on n'était pas du tout dans l'optique de ravoir un enfant, et puis la vie a fait que Eva est arrivée. On aurait dû avoir des jumeaux normalement, et donc par contre on a eu un petit accident de vie. Et au 5e mois, du coup, on a appris que le petit garçon, qui était le frère donc d'Eva, avait été décédé. Et mais bon, on a continué notre chemin dans la joie pour pouvoir accueillir Eva dans de bonnes conditions, disant que malgré tout, la petite fille était là et que c'était super. Et l'accouchement s'est super bien passé. Au départ, pas de problème au niveau du sommeil. On était très très étonnés parce que dans l'histoire familiale, les garçons, eux, avaient un sommeil plutôt compliqué. Et puis en fait, le sommeil a commencé à se dégrader pour Eva, on va dire aux alentours entre le 5e, 6e mois. Où elle ne voulait plus aller se coucher. Il y avait vraiment une nécessité que Aude l'accompagne avec de la tétée. Donc, si elle ne tétait pas, elle ne s'endormait pas. D'accord, donc elle était au sein. Et voilà. Du coup, il y a eu cette dépendance finalement au sein pour pouvoir avoir l'endormissement. En fait, on était sur un schéma de cododo parce que notre appartement était un peu petit et on ne pouvait pas faire autrement. Et puis pour ne pas l'avoir fait pour le grand Arthur, on s'était dit le fait de ne pas avoir fait de cododo avec Arthur, c'est parce qu'il y avait changé des choses au niveau du sommeil. Donc du coup, on s'était dit peut-être que là au moins ça permettra
le cododo, comme à l'été, de se dire bon ben au moins on peut gérer comme ça. Et puis ce qui s'est passé en fait, c'est que pour moi, hein, il y a eu, on n'a pas vraiment trop compris d'un coup. Euh, euh, Elle refusait même de se rendormir dans son lit. C'est-à-dire que dans le lit du cododo. C'est-à-dire qu'elle n'acceptait, il fallait Ah, qu'elle d'accord. elle t'était en permanence, elle était au sein en permanence la nuit en fait. Et Et ce donc qui n'était pas moi, le cas au tout début. Et vous avez vraiment pardon, noté une bascule. Ce n'était pas le cas au tout début. Vous avez noté non, vraiment une bascule à peu près vers son cinquième, sixième mois. c'est ça, c'est ça. Il n'y avait pas du D'accord. tout eu, il n'y avait pas avant, bon ben, au-delà des tétés, puis elle la remettait dans le lit du cododo. Et puis il y a eu une bascule, ouais, où on n'arrivait plus à la coucher. C'est-à-dire que avant de rentrer dans la pièce, elle hurlait. Alors on a essayé de la coucher quand même, mais elle hurlait, c'était pas possible. Elle ne s'endormait que au sein. Et une fois qu'elle était endormie, alors qu'au tout début, elle devait se réveiller peut-être une ou deux fois dans la nuit pour téter. Là, c'était toutes les heures. Et là, Hmm. moi, j'ai dit, on s'est dit avec Aude, c'est pas possible, on peut pas continuer comme ça, ni pour elle, ni pour nous, c'est pas bon. On sentait bien qu'il y avait quelque chose qu'on Bien n'arrivait sûr. pas, Et qu'on n'arrivait pas à aborder. par rapport au sommeil de jour, là vous évoquez surtout la nuit. Comment ça se passait? Parce que là, vous nous avez dit la nuit, le coup dodo. Et en sommeil de jour, par rapport à ces siestes, ça se passait comment? Ah ben non, ça s'est dégradé pareil. C'est que autant au début les siestes de jour elle les faisait, mais qu'après c'était terminé. C'est-à-dire qu'elle faisait à peine une demi-heure, quoi. Donc on sentait bien Hmm, qu'elle était d'accord. épuisée, hein. On sentait bien qu'elle était épuisée. Euh, mais, euh, mais, euh, mais ouais, on n'avait pas trop de solutions. On regardait un petit peu ce qui se faisait. Moi, je sais que j'étais pas du tout. Alors, on avait regardé, vous savez, tous les livres, je sais plus comment ça s'appelle, les 3 6 9 ce genre de Mhm. choses où faut laisser l'enfant pleurer, etc. Oui, mais il y avait quelque chose d'assez violent euh, pour l'enfant et pour moi en tant que parent. Euh, Mhm. je pense de pas comprendre alors après on a compris, hein, mais là je vous parle au moment, hein, de pas comprendre comment ça se fait, pourquoi on peut pas euh, comme ça on voyait comme ça à l'époque, pourquoi on peut pas endormir notre enfant. On n'avait pas compris qu'en fait c'était pas à nous d'endormir notre enfant. Donc ça on l'a compris Mhm. par la suite. Euh, Mais donc, moi, je sais que ma femme, au départ, a tenté, via un bouquin, voilà, qu'on mette en place les choses. Et moi, j'ai dit non, c'est pas possible. On peut pas appliquer une méthodologie. Voilà, c'est pas une formule magique ou une formule mathématique qui sera applicable à tous les enfants. Et ça, je l'ai ressenti profondément. Et c'est Aude qui a entendu parler du coup de Fait Dodo en lisant un blog, je crois. Je pourrais pas vous dire lequel. Et donc elle m'a dit, écoute, voilà, Étienne, donc elle s'est renseignée, elle a creusé, et puis je crois qu'on a dû entendre, on a trouvé un lien pour entendre un peu des interviews, des choses comme ça. Euh, et nous, ce qui nous a plu, enfin moi, ce qui m'a plu en tout cas dans la démarche, c'est la personnalisation de l'accompagnement. Et, Mhm. Oui, justement, c'était tout l'inverse que ce que vous redoutiez un petit peu à travers une méthode toute faite dans un livre ou sur des choses que vous auriez pu voir sur Internet. Vous oui, parce recherchiez que vraiment le fait que ce soit individualisé. ce soit individualisé et accompagné. C'est-à-dire que Et accompagné. Mhm. oui, c'est-à-dire que euh, bon, ça, on en reparlera peut-être tout à l'heure, mais sur le sérieux déjà de la préparation, je trouve que bon, voilà. Mais moi, ce que j'attendais, c'était parce que on peut avoir une méthode qui soit personnalisée, voilà, mais euh, Mhm.
si c'est pour se retrouver démuni après dans la réalisation, c'est compliqué parce que on sent bien que dans l'enjeu du sommeil des enfants, moi je le vois comme ça, c'est qu'il y a aussi, ça révèle pas des failles, mais ça révèle aussi des choses chez les parents. Une relation à l'enfant, une relation au sommeil, à la peur de faire mal, voilà, à la culpabilité, donc il y a plein de choses comme ça qui se mettent en place et qui peuvent fausser l'accompagnement au sommeil pour l'enfant. Et ce qui est très important, c'est l'accompagnement là-dedans. Parce qu'on a besoin d'être rassuré en tant que parent, on a besoin d'être parfois un peu remis sur les rails, parce que c'est très facile de baisser les bras ou voilà, parce que c'est pas forcément une méthode miracle, même si c'est assez miraculeux, parce qu'on voit des effets très très rapidement, mais ça demande quand même des efforts et ça demande, on va dire, une implication importante et une remise en question aussi souvent. Voilà, donc je pense qu'il y a aussi cette chose-là. Nous, quand on avait vu Élise, par exemple, quand on avait fait le premier rendez-vous avec Élise, elle nous a dit, voilà, moi je veux bien vous accompagner, mais il y a des bases minimum à apporter. Notamment, on arrête, vous trouvez une solution sur le cododo. On avait arrêté le cododo déjà. Hein. Eva, on l'avait mise dans un lit qui n'était pas collé à nous, qui était dans la même chambre. Mais on avait arrêté le cododo. Et d'ailleurs, je me demande si je rebondis, mais je me demande si c'est pas là où ça a commencé à bugger pour Eva, c'est quand on a arrêté vraiment le cododo et qu'on est passé sur le lit, sur le second lit, en fait, dans la chambre. D'accord, elle restait quand même avec vous dans la chambre, mais par Oui, contre, c'était plus le lit de cododo qui était parce accolé que, au vôtre. Et voilà. elle a senti une différence. Je me demande, il y a peut-être eu quelque chose comme ça. Et puis, je sais que ça a été associé avec une première otite qu'elle a faite. Enfin, je sais qu'il y a eu une période où ça se passait très, très bien. Et puis, un jour, il y a eu l'otite. Enfin, tout est arrivé un petit peu en même temps, quoi. Donc, Mais finalement, c'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. oui, Parce que voilà, peut-être qu'il y avait des choses pour elle qui étaient en train de se mettre en place. Et puis, ça a c'est été un ça. petit peu tout chamboulé. Ouais, Voilà, c'est d'accord. ça. Et Ok, après, je donc pense qu'on n'a là, pas, c'est... on n'a pas réussi à récupérer le truc après derrière. Bon, en sachant que, bien évidemment, on se rendait compte que ben, c'était pas l'idéal pour un petit bébé de dormir dans la chambre de ses parents avec un père qui ronfle comme un éléphant et, et voilà. Mais c'est vrai qu'on n'avait pas, on se disait que bon, d'autres familles le faisaient, que ça se faisait très bien, et que pourquoi pas. Pourquoi ça poserait problème. Voilà. Donc, on n'avait pas forcément conscience de. Surtout si au début, ça fonctionnait bien. Surtout si au début, ça avait l'air plutôt apaisé. Oui, voilà, Effectivement, on ne se remet pas forcément en question ou on ne cherche pas à changer des choses qui semblent fonctionner. C'est c'est après, ça. finalement, quand il y a une rupture, qu'on se dit, bon, alors, du coup, qu'est-ce qu'on fait? Ok. Oui, et qu'on n'arrive pas à Vous... récupérer, c'est-à-dire qu'on voit que ça se dégrade, que ça se dégrade, que ça se dégrade, et qu'on est dans une sorte de pente comme ça descendant, où ben, on n'arrive pas à récupérer les choses, quoi. Et c'est là où on s'est dit, ben, il y a quelque chose qui va pas et on a besoin d'aide, quoi. Et c'est là où Élise est arrivée. Enfin, on a réussi à, à trouver du soutien et un accompagnement avec Élise, quoi. Mm. Donc, vous parlez d'Élise Placiard, donc consultante sommeil Fedodo, qui est aussi doula. Et on a C'est un ça. épisode aussi consacré à Élise en tant que doula. Donc, elle Ah, a cette double casquette. c'est vrai. Donc, juste pour nous préciser un petit peu, Étienne, comment ça s'est passé au niveau de votre contact. Donc, vous avez eu un entretien d'évaluation avec Élise, C'est ça. cet échange d'une de minutes là, C'est, qui est gratuit, qui permet de faire un point sur le sommeil d'Eva. Et après, hop, ça vous a décidé et vous êtes parti pour l'accompagnement. C'est ça? alors, oui, alors, c'est ça. Alors, on a eu déjà une présentation assez, donc un premier contact par téléphone où effectivement on a pu poser la problématique euh, d'Eva. Euh,
alors ça a duré un petit, alors je sais plus comment c'était exactement parce que ça remonte quand même. Je sais plus si c'est en 3 phases, mais je sais qu'il y a eu un premier contact et puis après il y a eu un deuxième contact euh, plus plus grand, plus long, on va dire, sur lequel on a pu vraiment échanger sur les problématiques en allant un peu plus profondément. Et puis il y a eu un petit temps entre avec une restitution et une proposition fait dodo de la part d'Élise qui était euh, vraiment qui prenait en compte toute la spécificité de la famille. C'est-à-dire qu'elle a su que effectivement, elle a reconnu que c'était compliqué pour nous au niveau du nombre de couchages, parce qu'on ne pouvait pas mettre un grand de 15 ans avec un enfant de 14 de 7 ans dans la même chambre, et de mettre un bébé qui dort pas dans la chambre d'un enfant de 7 ans, c'est compliqué aussi. Enfin voilà. Donc, elle a compris tout ça, mais elle nous a fait comprendre aussi qu'il y avait des enjeux et donc elle nous a proposé un programme pour pouvoir aider Eva et accompagner Eva dans, on va dire dans le dans la réconciliation avec le sommeil, quoi. Voilà. Et moi, quand j'ai lu la restitution des livres, j'ai vraiment trouvé quelque chose de très professionnel et de très, on va dire, moi, ce que j'avais un petit peu peur au début, c'est un petit peu le côté charlatanisme des méthodologies qu'on applique comme ça, où on est beaucoup dans la croyance, euh, faites-moi confiance, etc. Là, on n'est pas là-dedans, on sent que c'est basé sur des études qui sont citées, qu'on peut retrouver. Enfin, on sent que c'est très documenté et que à un moment donné, on n'est pas juste dans les croyances de oui, mais c'est normal, votre enfant est allaité, oui, mais c'est normal, vous savez, il fait ses dents, enfin bon, et où un petit peu, moi je suis assez convaincu sur le fait qu'on n'aborde pas le sommeil des bébés. C'est vrai que les parents sont très accompagnés sur, on va dire, la tétée, sur l'après-accouchement, mais pas beaucoup sur le sommeil du bébé, quoi. Et la relation au sommeil. Et donc, moi, j'ai trouvé enfin, on a trouvé avec Aude que, en tous les cas, il y avait à la fois une vraie écoute de la part d'Élise, mais on sentait qu'en face, il y avait aussi une conviction, un savoir qui serait un petit peu un point d'ancrage pour nos moments de doute, quoi. Et ça, nous, Ce que vous on l'a. évoquiez aussi tout à l'heure, finalement, ce que vous évoquiez un petit peu tout à l'heure, à savoir qu'il y avait effectivement cette personnalisation que vous recherchiez, mais vous recherchiez aussi à pouvoir être accompagné dans tout ce que vous aviez, dans tout ce que vous alliez vivre, et pour ça, il faut être compris. Et ça, vous l'avez ressenti et vous l'avez trouvé dès le Oui, début, finalement, si je oui. comprends bien. Et moi, je sais qu'Élise, à chaque Mm. fois, bon, moi, je suis quelqu'un, en plus, je pose beaucoup de questions, je remets beaucoup de choses en cause, etc. Mais pas parce que voilà, mais c'est parce que, vous savez, j'ai besoin de percevoir les choses en 3 dimensions. C'est-à-dire que je me contente pas juste de ce que je vois, j'essaie de percevoir un petit peu le volume de ce que j'ai en face de moi, quoi. Euh, et, et, et donc c'est vrai que souvent, Élise, elle a toujours été aussi dans l'explication de du pourquoi certaines choses. Et c'était pas juste bon, on applique ci, il faut faire ci, puis c'est comme ça. Et Mhm. moi, ce que j'ai aimé vraiment euh, voilà, avec la méthode fait dodo, c'est vraiment cette personnalisation de l'accompagnement. Alors je sais pas si c'est pareil avec tout le monde, parce que je pense qu'il y a aussi des rencontres qui se font, mais on sent qu'il y a quand même une méthodologie d'écoute et de restitution de l'information. Et ça, Mais je pense que ça fait vraiment partie de l'ADN fait dodo, hein, pour justement échanger aussi oui, avec d'autres parents. Là, dans le cadre de ce podcast que j'anime chaque semaine, je me rends vraiment compte que c'est quelque chose qui ressort. Et c'est intéressant, hein, de vous l'entendre dire aussi sous cet angle-là. Mm. ben,
nous, en tout cas, je sais qu'avec Élise, on a du coup même un lien assez particulier dans le sens où parce qu'on va toucher à des souffrances quand même. Hein, ça fait souffrir de pas voir son enfant euh, réussir à dormir. Et puis on souffre aussi parce qu'on est fatigué, parce qu'on n'en peut plus, parce qu'on sent que on est borderline et que on se sent totalement démuni. Et c'est vrai que euh, moi, je sais que nous, on l'a conseillé à des amis. Alors, c'est vrai que ça a un coût, cet accompagnement. Euh, mais en même temps, pour moi, je devrais pas dire ça parce que sinon, ça va augmenter, mais il n'est pas à la hauteur de l'investissement parce que, effectivement, le nombre de fois, enfin, c'est ça qui est aussi important. Je veux dire, euh, des fois où on avait des points qui étaient définis, ça n'empêchait pas que quand on était totalement démunis, qu'on envoyait un message pour se dire ça va pas comme on fait, eh bien, Élise nous appelait en nous disant, et voilà. Et donc, c'est vraiment cet accompagnement-là, on va dire, très affiné. C'est pas comme quand on a rendez-vous chez le psy, il faudra t'attends ton prochain rendez-vous pour discuter de ta problématique. Et on est vraiment sur une gestion, une gestion euh, en temps réel quelque part alors bien sûr il n'est pas question d'appeler à minuit quand l'enfant dort pas et tout ça, mais on sait que le lendemain matin, que si c'est dur la nuit, le lendemain matin on pourra envoyer un message et qu'on aura une réponse et que souvent on se dit c'est pas possible, on n'y arrive pas, puis finalement il y a une sorte de petit miracle qui fait que 5 minutes après, paf, ça, alors qu'on n'y croyait plus, le truc fonctionne. Et puis le lendemain, on n'envoie pas un message pour dire que ça n'a pas fonctionné, on envoie un message pour dire que, tiens, bizarrement, Eva a fait toute sa nuit, quoi. Et donc voilà, c'est un petit peu ce modus-là qui est vraiment, moi, vous savez, je suis pas quelqu'un qui témoigne beaucoup comme ça. Et c'est vrai que c'était important pour nous, on l'avait dit à Élise, de pouvoir euh, d'être reconnaissant aussi. On pense que c'est important qu'il y ait d'autres parents qui puissent profiter de ce genre d'accompagnement. Euh, Parce que je crois qu'on a besoin d'avoir du recul sur, euh, sur, euh, sur ce genre de situation. Parce que des parents qui Oui, vous sont voulez dire qu'une fatigués, tierce personne finalement oui, peut plus facilement aider, dans le sens où quand on a la tête dans le guidon, que le oui, couple, complet est épuisé et puis oui, en plus là dans votre contexte familial, il y a quand même 2 autres enfants, donc ça veut dire qu'il y a il y a une charge, au quotidien, enfin je veux dire il y a besoin oui, de c'est pouvoir être ça, oui, présent oui, bien aussi sûr. pour ses autres enfants et puis quand on dort pas, c'est compliqué, on est épuisé et du coup une tierce personne vient dissiper un petit peu ce brouillard et puis donner la route finalement, mettre des balises sur le chemin et j'entends que Oui, ça peut être et effectivement puis très rassurant et au éclaircir quotidien. des choses, ouais, éclaircir aussi des choses ou mettre de la lumière là où on a l'impression que c'est sombre. C'est-à-dire qu'on en arrive aussi à des moments où à pas voir à pas voir les choses qui sont positives aussi. Et je crois que ce qui est bien, c'est que souvent il y a des gens qui nous donnent des conseils. Il faut faire ci, t'as qu'à faire ci, t'as qu'à faire ça. Moi, je fais comme ci, je fais comme ça à ta place, etc. Bon. Et là, on n'est pas là-dedans. Et c'est ça qui est aussi important. C'est-à-dire que moi, j'ai aussi beaucoup aimé le respect d'Élise sur quand il y avait des fois on pouvait peut-être remettre en question des choses. Bon, elle se positionnait en disant, moi, je vous conseille ça. Moi, je vous conseille ça. Après, comme elle disait, elle n'est pas à notre place, elle n'est pas en direct avec nous sur le truc. Et on n'a jamais senti aucun jugement de la part d'Élise s'il y avait des choses qu'on n'arrivait pas à mettre en place. Voilà. Et Étienne, puis, j'aimerais rebondir aussi sur quelque chose que vous avez évoqué tout à l'heure, comme quoi effectivement Élise était présente au quotidien par rapport aux messages que vous pouviez envoyer, aux demandes que vous aviez, à vos questions.
Est-ce que vous pouvez simplement nous préciser combien de temps a duré l'accompagnement? Vous étiez partis sur combien de semaines ensemble pour Eva? Bien. On était parti sur le protocole normal, donc je sais plus si c'était 3 ou 6, non, c'était 6 semaines, je C'est pense. Je sais plus. C'était Alors peut-être 3 attendez. 3 ou 4 semaines, je pense. Alors, Peut-être voilà, 3 ou 3 ou 4 4, semaines à la base? 3, alors c'est 3 ou 4 semaines à la base, mais ça s'est pas terminé d'un coup comme ça. Surtout qu'on a commencé l'accompagnement dans une phase un petit peu compliquée parce que ça tombait pile poil au moment des vacances de Noël et puis le début d'Eva à la crèche. Donc tout ça en fait, ça avait un petit peu chamboulé des choses. Je crois que peut-être 2 semaines pendant une semaine après, on a bien dépassé voilà, où on a continué un peu l'accompagnement pour finaliser des choses. Et puis après, on a continué pendant plusieurs semaines à se tenir au courant, quoi. D'accord. Voilà, c'est-à-dire qu'il n'y a pas. Alors après, je pense que je sais pas si tout le monde fonctionne comme Élise, hein, donc je ne veux pas faire une généralité. Mais c'est vrai que on termine pas. Je pense que c'est un accompagnement. Faudrait lui poser la question, elle, comment elle vit ses accompagnements, mais on va quand même beaucoup même si on garde un certain professionnalisme, on va quand même dans l'intimité des gens quand on fait ce métier-là. Euh, pour accepter d'être aidé, il faut accepter aussi de s'ouvrir. Donc, donc il y a une relation qui peut pas se terminer du jour au lendemain comme ça. Allez, bon, c'est terminé, on arrête l'accompagnement. Je pense que ce serait pas possible de toute manière. Donc c'est ça aussi qui est assez fort dans cette relation, c'est qu'on sent aussi une implication de l'accompagnateur ou de l'accompagnatrice. Euh, il y a une implication sur le bien-être d'un petit être, quoi. Donc on n'est pas dans Mmh. bon, j'ai terminé mes 3 semaines, ça marche tant mieux, il reste des choses à faire, tant pis. Enfin voilà. Donc nous Ouais, vous c'est ce avez qu'on a senti que vous apprécié étiez dans allés l'état d'esprit, quoi. jusqu'au bout pour Eva, d'accord. Et Tiens, est-ce que Voilà. vous pouvez me parler justement des résultats pour Eva? Alors, qu'est-ce qui s'est, mis en place le plus rapidement? Comment ça s'est passé pour, ses nuits, pour ses siestes? Est-ce que vous vous souvenez un petit peu de ça l'année dernière? Est-ce que vous voulez nous en dire 2 mots? Oui, alors moi j'ai commencé, j'ai fait le premier accompagnement, c'est-à-dire que sur les premières nuits, la mise en place, on va dire la première semaine, un peu plus de la première semaine. Donc concrètement, c'est là où c'est un petit peu euh, le plus pas le plus difficile, mais c'est là où il faut se lever plusieurs fois dans la nuit pour dire non au niveau du couchage. Euh, donc la J'imagine première que c'est phase la période où il y a le plus de changements, donc c'est forcément là où il y a le plus de choses à vivre, que ce soit pour l'enfant et puis pour les parents aussi, oui, voilà, c'est parce que ça? donc en fait, ouais, il faut être présent sans être trop présent. Faut montrer faut rassurer l'enfant. En fait, la première phase, c'est on essaie d'accompagner l'enfant à prendre conscience que c'est lui qui a son sommeil en main. Voilà. Qu'on est là, mais que il peut pas, ça peut pas être nous qui l'endormons. Voilà. Que c'est important euh, qu'elle prenne confiance en elle, Eva. Ça a été ça en fait, qu'elle prenne confiance en elle, de dire que elle peut s'endormir, elle peut trouver son sommeil, elle peut ne pas être contente, elle a le droit d'avoir envie d'être avec nous, etc. Mais que c'est important pour elle. Et nous, il a fallu qu'on soit convaincus de ça aussi. Et Mmh. c'est le travail qu'a fait Élise aussi, de nous convaincre que c'était essentiel et que c'était important et que c'était comme ça que ça devait se passer. Et une fois que nous, on a été convaincus, donc il y a eu cette première phase où effectivement, au départ, on reste dans la chambre à côté, donc mais on peut poser la main dessus, mais on la reprend pas dans les bras. Donc il y a toute cette phase d'acceptation là aussi de changer nos habitudes. Euh, et puis on a l'impression que ça va pas marcher. Et puis à un moment donné, on sait pas pourquoi, ça marche. C'est-à-dire que on n'a plus besoin
de la prendre dans les bras pour qu'elle se calme. Et puis après, on n'a plus besoin de rentrer dans la chambre ou d'être à côté du lit. Effectivement, on s'éloigne un petit peu du lit. Et finalement, elle se rendort plus vite. Et en fait, c'est à un moment donné, en fait, c'est des étapes, c'est des caps, quoi. C'est avant d'arriver au cap, on voit pas forcément où se trouve le cap et on se dit non, on va pas y arriver, ça va pas marcher, on voit bien que ça marche pas. Et puis on arrive sur le cap, on le sait parce qu'il y a un passage qui se fait. Et c'est ça qui est assez étonnant, quoi. C'est que moi, je sais que souvent, euh, j'avais des moments où je me disais non, c'est pas possible, ça va pas marcher. Et puis le soir même, ben, c'était là où on passait l'étape, quoi, ouais, où ben, Eva, ben, finalement, on l'avait couchée, elle qui hurlait qu'on la mettait au lit, ben là, on l'a posée dans le lit, elle hurlait pas. Alors peut-être qu'elle se réveillait. Là. Et après, ce qui est compliqué, c'est de pas se relever la nuit, d'accepter ben, que l'enfant pleure, mais il pleure pas forcément parce qu'il a mal ou parce qu'il a faim, mais parce que ben, il se réveille et qu'il chouine comme quand nous on n'est pas content de se réveiller. Mais qu'effectivement, si on y va et qu'on ouvre la porte, ben forcément, elle va pas pouvoir se rendormir. Donc c'est aussi accepter la phase d'acceptation. Je réponds peut-être pas à votre question, hein, mais c'est d'accepter aussi notre propre responsabilité dans le manque de sommeil de l'enfant. C'est-à-dire que ben, effectivement, si on rentre dans la chambre, eh ben on empêche l'enfant de se rendormir par lui-même. Et je sais qu'on avait une discussion comme Oui, ça avec Élise c'est sur le intéressant ce côté, que vous dites, Étienne, effectivement. oui, sur le côté de, il faut absolument qu'on endorme nous notre enfant, euh, ce, euh, je pense que c'est pas forcément conscient, mais c'est vrai que le côté de, alors l'enfant a besoin d'un doudou, mais dans quelle mesure le papa ou la maman a pas besoin d'un doudou, dans quelle mesure le parent a pas besoin d'être rassuré en n'entendant pas son enfant pleurer, enfin voilà. Et donc il y a une sorte de compréhension de cette relation-là qu'il faut faire et d'accepter de, ben oui, ben Eva pleure, mais elle n'est pas en danger. Eva pleure, mais de elle-même, elle va réussir à comprendre qu'elle n'est pas, voilà, que finalement le sommeil va revenir et qu'elle va pouvoir se rendormir. Mais si on lui empêche, si on lui enlève cette capacité de se rendre compte de ça par elle-même, elle pourra pas y arriver d'elle-même. Et c'est ça qu'on a compris en fait. C'est pour ça que je disais, c'est vraiment très intéressant ce que vous dites, parce que finalement, vous mettez le doigt sur quelque chose qu'on prend pas forcément, dont on n'a pas forcément conscience en tant que parent, c'est qu'on peut finalement nous entraver le sommeil de notre enfant. Et je crois que c'est ce que vous êtes en train de mettre en lumière, que par certains comportements, si on entrave le sommeil de notre enfant, on lui enlève sa capacité, sa confiance en sa capacité à dormir, et puis ça peut parfois créer des nœuds ou des dépendances ou certaines stratégies de sommeil qui ne permettent pas à l'enfant de se sentir libre dans son sommeil. Mm. C'est vraiment très intéressant. Justement, aujourd'hui, parce que là, comme vous le disiez tout à l'heure, ça fait maintenant plusieurs mois que vous avez terminé l'accompagnement. Si je ne me trompe pas, aujourd'hui, Eva, elle a 13 mois. C'est Comment ça. ça se passe avec le recul? Et puis, bien sûr, le sommeil du bébé évolue, hein, entre 6, 7 mois et puis 13 mois. Il y a quand même pas mal de choses qui se passent Ben, il pour y a elle. des phases, Il y oui, a bien plusieurs sûr. phases. Alors du Mhm. coup, est-ce que vous voulez nous dire un petit peu comment ça se passe aujourd'hui? Est-ce que c'est serein? Est-ce que c'est serein du côté d'Eva, de votre côté? Alors, euh, on a toujours nos défauts de parents. Et des fois, voilà. Mais donc oui, c'est pas comparable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Eva arrive à s'endormir toute seule. Elle arrive à faire des nuits complètes, etc. Donc euh, ça là-dessus, ça a vraiment changé parce que on sait qu'elle en est capable et elle aussi, elle sait qu'elle en est capable. Après, c'est vrai que la situation familiale, on est toujours dans notre appartement un peu compliqué, c'est que bon et puis là, il y a eu la période des dents, il y a eu la période où elle a fait quelques otites, et donc du coup où le sommeil, on va dire, a été un peu plus compliqué. Et donc, je pense qu'on a eu des rechutes nous en tant que parents. Euh, donc on a eu des périodes où les nuits
sont redevenues compliquées. Mais on arrive à revenir sur des nuits sereines. Je sais pas si je me fais bien comprendre. C'est-à-dire qu'il y a des périodes, où, mais je pense que c'est parce que c'est nous qui arrivons peut-être pas à gérer avec la fatigue, etc., etc. Il y a des périodes où, quand elle a une otite et que on sent qu'elle est pas bien, ben on arrive peut-être pas à refaire l'accompagnement de manière automatique, et ça nous demande un réinvestissement, de se dire bon ben non, allez, on se remémore, on se remet dans le truc donc on a notre rôle à jouer, et donc il faut qu'on reprenne les choses en main pour aider Eva à revenir dans le sommeil. Mais voilà, elle arrive à faire ses siestes, voilà, elle arrive à faire ses nuits de 12 heures, ce qui était 11 heures, pas de 12 heures, c'est 11 heures, entre 11 heures et 11h30. Donc ce qui est pour nous formidable, et à tel point que même ma femme Aude elle me dit moi, dès qu'il y a un petit truc qui fonctionne pas bien, je me dis ça y est, c'est foutu, on est retombé dans le. Et alors que bon, si je me rappelle bien, on est très très loin de ce qu'on pouvait vivre, hein. Je veux dire, il y a un vrai. Oui, enfin, vous évoquiez tout à l'heure, justement, vous évoquiez des réveils toutes les heures, Oui, puis en plus dans le lit. mais sauf que Enfin, oui, maintenant, effectivement, la voilà, fin de sauf journée, que 11h30, ça paraît loin. ouais, mais sauf que maintenant, si elle se réveille, alors il y a des périodes, je vais pas vous mentir, je vais pas vous dire que tout est beau, parce qu'il faut pas mentir aux gens. Il y a des moments où Eva, ne serait-ce que la semaine dernière, elle nous a fait une semaine qui était pas facile. On sentait qu'elle était pas bien. Euh, elle voulait pas aller dormir. Elle se réveillait 2 fois dans la nuit, et où Aude, il fallait qu'elle la fasse téter pendant 1 heure. Voilà. Mais c'est 2 fois dans la nuit. Et c'est une fois de temps en temps, tous les 15 jours, ou voilà. Et ça nous paraît. Enfin, je pense qu'il faut aussi à un moment donné, lâcher prise, dans le sens où on a tous on n'est pas monolithique, quoi. C'est-à-dire que c'est pas, ça y est, on n'est pas une statue, on a taillé, et puis maintenant c'est comme ça tout le temps et ça bouge pas. Et je crois qu'il faut aussi accepter. Alors quand je vous le dis à vous, je me le dis aussi à moi, parce que c'est des interrogations que j'ai en tant que papa. Mais il faut aussi accepter que il y a des fois, c'est pas lisse, quoi. Et puis il y a des fois, non, le sommeil il n'est pas facile, parce qu'elle est pas bien, et puis parce que nous peut-être aussi on n'est pas bien, peut-être qu'il y a voilà, et souvent moi je sais que j'ai des sentiments un petit peu d'échec, de me dire mais c'est pas possible quand même. Pourtant là, elle nous a fait 15 jours super, machin, et puis là elle nous fait une semaine, et voilà. Et je pense qu'en fait c'est aussi le vivant, quoi. C'est-à-dire que euh, on fait avec ce qu'on est, on fait comme on peut. Par contre, ce qui est extrêmement salvateur pour nous, c'est que du fait de l'accompagnement, on a toujours ce pilier qui est là, auquel on est accroché. On a un petit peu vous savez, c'est un petit peu comme l'éducation, c'est-à-dire que l'éducation, elle est pas là pour être reproduite à l'infini. L'éducation, elle est là parce que c'est un point d'ancrage où on sait qu'on a des valeurs et on peut venir se ressourcer aux valeurs. Et l'accompagnement Vous avez à de la fois les Dodo, connaissances et puis les clés après pour agir dans le sens du sommeil d'Eva. voilà, et que même si parfois on s'éloigne un petit peu des choses et qu'on sort du sentier battu, on a ce socle-là où on peut revenir chercher les outils, et où on peut se ressourcer un petit peu, quoi. Et voilà, c'est vrai que c'est pas lisse, mais quand on est dans la comparaison de ce qu'on pouvait vivre auparavant et de ce qu'on a vécu nous avec les plus grands, c'est sans commune mesure, quoi. On se dit voilà,
ça se passe bien, quoi. Et puis il faut accepter que ce soit pas, enfin, je veux dire, il y a un peu le côté, il faudrait qu'elle dorme tout le temps, mais ben, il y a des fois ça se passe pas comme ça et c'est pas grave, quoi. Voilà. Et comme vous disiez tout à l'heure, c'est le vivant. C'est vrai que là, pour le coup, je ne peux que vous rejoindre, hein, parce que même quand on regarde pour les adultes, on n'a pas les mêmes nuits. Nous, en tant qu'adultes, on va avoir des nuits différentes aussi en fonction de ce qu'on vit. Alors que pourtant, bah, on va dire que notre quotidien est relativement fixe. Et puis en plus, Mm. on n'est pas dans une phase de développement, que ce soit physique, cognitive, etc. Alors que c'est sûr qu'un tout petit bébé, il se passe tellement de choses pour lui, il évolue tellement que le sommeil ne peut en être que le reflet. Ça évolue aussi beaucoup et d'ailleurs, c'est aussi pour ça que, chez Fedodo, mais comme, pour d'autres, marques, hein, comme pour, chez Sleep Angel ou chez Madame Miam ou chez Happy Nanny, d'autres marques de l'univers Fedodo, il y a aussi la possibilité d'avoir des consultations ponctuelles, justement quand on a bénéficié d'un suivi, pour pouvoir faire le point, par exemple 6 mois, 8 mois, 10 mois après. Bah, parce que les choses, elles sont pas linéaires comme vous le dites, parce que ça Mm. évolue et puis parfois ça fait du bien aussi d'avoir quelques réajustements, quelques nouveaux repères. Alors je sais pas si ça vous avez Alors, déjà sollicité Elise on, pour refaire on- une consultation peut-être de 30 minutes ou 1 heure? non, on l'a pas sollicité, mais c'est justement une question. C'était quelque chose qui moi là me faisait peut-être euh, me trotter dans la tête là depuis une petite semaine de me dire que ça serait peut-être bien qu'on refasse une petite session de pour revoir un peu les choses et euh, mais non, on l'a pas encore fait ça. On l'a pas encore fait. Et tiens, on arrive petit à petit à la fin de notre échange. Je voulais vous poser 2 questions. Je voulais vous demander s'il y avait vraiment une chose que vous avez retenu tout particulièrement de l'accompagnement, vraiment quelque chose qui a pu, par exemple, vous marquer ou vous vous êtes dit: «Waouh, mais c'est fou et puis, comment c'est possible qu'on sache pas ça avant?» ou voilà. Et puis, peut-être un message que vous souhaiteriez faire passer aux parents qui nous écoutent? Alors, moi, si je devais retenir quelque chose, c'est la prise de conscience de, de ne pas déposséder l'enfant de ses propres capacités. Au-delà de la bienveillance, de l'écoute, parce qu'il y a beaucoup de choses que j'ai retenues, hein, mais c'est aussi, moi je sais qu'il y a des moments, quand c'était difficile, c'était de me sortir moi de ma responsabilité d'endormir mon enfant. Voilà. Et de redonner Mmh. aussi du pouvoir à mon enfant sur son sommeil et d'être présent. Parce que nous, notre rôle de parent, c'est d'être présent pour notre enfant, ben, comme Élise, elle a pu être présente pour nous. Mais Élise, elle n'a pas fait le boulot à notre place. C'est-à-dire qu'elle a été là, elle nous a rassurés, elle nous a dit enfin, des choses quand on avait des doutes. Et en fait, quelque part, c'est ce qu'on doit être pour nos enfants dans ces moments-là. Moi, je pense que c'est cette compréhension-là. Et puis, je pense que j'avais pas du tout conscience. On connaissait pas les histoires de train du sommeil. Voilà, en fait, on est sur une base aussi physiologique et scientifique qui est intéressante. Et ça, vraiment, ça aide aussi à déculpabiliser sur des choses et puis ça aide aussi à se positionner et à comprendre pourquoi on fait certaines choses et pourquoi on pose certains actes, quoi. Donc ça, moi, je sais pas si je réponds à votre question, mais en tous les cas, euh, c'est euh, c'est euh, c'est quelque chose vraiment que j'ai retenu. Après, je pourrais dire voilà la gentillesse d'Élie, la douceur, son accompagnement, enfin voilà, c'est et le côté de l'individualisation, tout ça. Mais par rapport à des parents, voilà, moi, ce que je dirais, c'est attendez pas d'être complètement épuisé pour demander de l'aide. Voilà, je pense que c'est important. Nous, ça nous a vraiment changé la vie, de de même la relation, parce que ce qui est compliqué à un moment donné, c'est qu'on rentre en conflit avec l'enfant.
C'est-à-dire que l'enfant devient, le risque, c'est que l'enfant devienne un objet de conflit dans le sens où tu m'empêches de dormir, voilà. Et voilà, moi je crois que il faut pas avoir peur d'être aidé, quoi. Il faut pas avoir peur d'être aidé. Euh, En tout cas, de ce que je peux témoigner moi, c'est qu'il y a énormément de bienveillance, de compréhension, pas de jugement. Et ça, c'est très important. Donc, n'ayez pas peur de vous sentir jugé en tant que parent sur des choix que vous avez pu faire ou que vous faites. Euh, voilà, moi, c'est un peu le ce que je retiens de l'accompagnement. Et ça nous a fait gagner. Et voilà, ok, c'est un investissement un peu d'argent, c'est un investissement de temps, d'énergie, mais au moins l'énergie qu'on met là sur cet accompagnement-là, il est bien utilisé. Il n'est pas éparpillé et il sert à quelque chose. On en voit des résultats. Voilà. Moi, je peux témoigner. On voit des résultats. Eva, ça lui a changé la vie. Qu'est-ce que vous avez noté par rapport à Eva? Et j'en terminerai justement Et, avec cette question. Qu'est-ce que vous avez noté de différent chez elle avant et après justement avoir épongé la dette de sommeil et puis qu'elle puisse faire ses nuits, dormir en journée? eh bien, elle a été, on va dire, beaucoup plus sereine. C'est-à-dire que Eva était un bébé très éveillé. Alors, on pensait qu'elle était très éveillée, c'est-à-dire que dès qu'il y avait un truc, tac, elle réagissait, machin. Et on a vite compris qu'en fait, non, que c'était pas de l'éveil, que c'était du stress. Donc, voilà, des fois, en tant que parent, on comprend pas. C'est-à-dire qu'elle était en train de faire quelque chose et dès qu'il y avait un bruit, paf, elle arrêtait de ce qu'elle faisait et hop, elle allait voir ce qui se passait. Et ça a été terminé. C'est-à-dire que maintenant, et là, peut y avoir un truc qui tombe par terre. Si elle est en train de jouer, elle est dans son jeu, elle est dans son truc. Et donc, on la sent beaucoup plus. Et on le voit, hein, c'est-à-dire que quand elle retombe dans un manque de sommeil parce qu'elle a été malade, etc., elle recommence on sent qu'elle est fatiguée, on sent qu'elle est nerveuse, on sent qu'elle est stressée. Et vraiment, ce qu'on a vu, c'est vraiment l'échange de le côté, voilà, nous, on sentait, voilà, par exemple, Eva était en train de téter avant, il y avait un bruit de fourchette, elle arrêtait de téter, elle retournait la tête. Et quand elle a retrouvé sa dose de sommeil, ça a été terminé. Vous voyez, donc il y avait une certaine sérénité qui s'était mise en place chez elle, quoi. Voilà. Merci beaucoup, Étienne, pour tous ces détails, pour toute la richesse de votre analyse aussi par rapport à l'accompagnement que vous avez vécu. C'était extrêmement intéressant de vous avoir aujourd'hui sur Allô fait dodo, parce qu'il est vrai que souvent c'est toujours un petit peu plus délicat pour les papas de façon générale, dans le sens où ce sont les mamans qui, dans les premières semaines, vont s'occuper plutôt du sommeil de l'enfant si le papa travaille. Et du coup, c'était très intéressant de vous entendre et de voir aussi combien le papa il a son rôle est ô combien important, combien c'est très intéressant pour l'enfant d'être accompagné par ses deux parents et que justement on peut se soutenir aussi entre le papa et la maman pour vivre tout ce qu'il y a à vivre, hein, et vous l'évoquiez tout à l'heure, parce qu'il y a beaucoup de choses à traverser. Et donc vraiment merci pour ce temps que vous nous avez accordé, pour votre analyse et puis pour tout ce que vous avez partagé aux parents qui nous écoutent aujourd'hui. En tout cas, merci à vous de m'avoir permis voilà, de partager un petit peu ça. J'ai beaucoup parlé de moi, mais bien évidemment, Aude a fait tout le reste. Moi, j'ai fait la première semaine. Non, je rigole, mais, non, mais voilà, c'est merci à vous en tout cas, et puis vraiment courage aux parents qui vivent ces moments-là. Il y a des solutions, et puis vous allez les trouver. Il y a pas de souci, c'est sûr. C'est un vrai travail d'équipe. Un vrai travail Oui, d'équipe dans la famille et puis un vrai travail d'équipe avec Fedodo aussi, finalement. c'est ça. C'est vraiment un travail collaboratif au service du sommeil du bébé. Et donc, c'est vraiment super parce que tout le monde est là
voilà, pour que l'équilibre se mette en place. Et en fait, au final, c'est un équilibre euh, de tous les acteurs, quoi. Et ça, c'est vraiment au niveau de l'implication et ça fonctionne bien. Donc, en tout cas, je peux pas parler des autres sociétés qui font, ou en tous les cas, des accompagnements, mais en tous les cas, chez Fedodo, de ce que moi j'ai vécu, la formation à l'accompagnement me paraît très juste et très très en place. Merci Étienne. Merci pour ce mot de la fin aussi. Je vous souhaite une bonne continuation, un bon sommeil à toute la famille. Merci et puis beaucoup. encore merci pour ce temps pris ensemble aujourd'hui. Merci bien. Bonne journée, bon week-end. Comme nous venons de le voir au travers de ce partage d'expérience, la parentalité est toujours un chemin jonché d'embûches et de défis. Une main tendue pour se préparer sans stress ou pour gérer les moments difficiles fait gagner un temps et une énergie précieuse. Si ces quelques mots résonnent en vous, je vous propose de parcourir le site de l'univers Fedodo et de découvrir le travail des professionnels de la petite enfance qui peuvent vous aider. Cet épisode vous a plu ? Alors je vous invite à le partager et à le noter en nous accordant 5 petites étoiles. Cela contribue en un clic à faire connaître le podcast et à faciliter sa diffusion auprès des familles. Alors merci d'avance et à très vite sur Allo Fedodo.